Cette semaine, dans le balado, on vit le chaos avant d'entrer en onde, on tente d'échapper à un clown meurtrier et on raconte notre vie en Lego. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. On s'approche de l'Halloween. T'as-tu commencé à écouter plein de films d'horreur chez toi? Là, il y en a un gros, un très attendu. Ben, il y en a déjà beaucoup au cinéma, fait que j'ai un peu comme moins de temps d'en écouter à la maison. C'est des grosses semaines, là, octobre. Ouais, ben on en discute à chaque semaine. Là. On va finir par en sortir, mais oui, il y a beaucoup de sorties. Fait que 4-5 films déjà par semaine là, pour le travail. Des fois, on veut écouter aussi un film qui est en lien avec ça, un film précédent du réal ou quelque chose comme ça qu'on n'a pas vu. Fait quoi, ça nous charge vite de... Finalement, on écoute juste de l'actualité, pas de plaisir. Mais tu sais, sur les sites de fans de films, je vois plein de gens qui font des marathons. Un film d'horreur par jour, là. Je sais pas comment ils font. Un film par jour, là, je suis pas capable. Là, c'est pas ça. Moi, c'est comme ceux qui me suivent sur Letterboxd, des fois, il y en a aucun pendant 3 jours. Là, genre, des fois, lundi, mardi, mercredi, je n'écoute pas. Puis jeudi, je n'écoute 3. Puis vendredi, 2. Puis là, on fait le podcast. Puis samedi, je suis un peu de lousse. Là, ces temps-ci, j'écoute même des trucs vraiment d'avance pour dans 2 semaines, 3 semaines de novembre, puis des affaires de même que j'ai un peu, mais des films plus nichés, là, j'ai pas vu Gladiateur d'avance, là. J'ai pas un screener pour écouter ça chez nous, là, ça existe pas. Donc, fait qu'un jour, j'aimerais bien, honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît, mais là... On va m'en regarder. Peut-être la semaine de l'Halloween, là, justement, je pense que le 25... mais le 25, en tout cas, bref. C'est notre poutine. Le 1er novembre, c'est plus léger, fait que peut-être que cette semaine-là, le 30-31 octobre, écoutez, plein d'affaires. M'endormir dessus à 9h45 chez nous. Là. Alors, est-ce que je vais te convaincre d'écouter Terrifier, de plonger dans le phénomène de Art the Clown? Écoute, on en parlera plus tard. Tu l'as vu, pas moi. Puis c'est aussi parce que... À un moment donné, c'est genre le 3e, même quasiment 4e, parce que Art a apparu dans un autre truc de court-métrage ou quelque chose comme ça. Anthologie. Puis, fait que tu sais, j'ai comme rien vu de tout ça. Fait que ça me tentait. C'est comme si ça m'intéresse pas, tu sais. Je n'en ferai pas des cauchemars, mais c'est juste que ça m'intéresse pas. Puis là, on s'est divisé. Moi, j'étais allé voir The Apprentice. Toi, t'as écouté ça. Fait que on a notre spécialité pour cette semaine. Fait que, mais non, c'est ça. C'est pas ma tasse de thé. Mettons qu'on avait vraiment eu le temps dans l'horaire, ben, je l'aurais pas refusé. Tu sais, j'aurais écouté ce film-là aussi, mais bon. Je suis pas en peine de l'avoir manqué. Des trucs dégoûtants, mais écoute, tu nous feras frissonner tantôt. Je t'allais te voler ton spot. J'allais dire, petite semaine de bande-annonce. Oui. Ah, mais excuse, c'est parce que moi, je n'ai jamais d'actualité. Fait que tu en as sûrement quand même un peu... un peu d'actu, mais effectivement, cette semaine, il n'y a pas eu de bande-annonce marquante. Là, la bande-annonce complète pour Complete Unknown, le biopic sur Bob Dylan. Fait que... On avait déjà parlé à l'époque et ça sort en... Je sais même pas si on va être capable. Le problème, ces films-là qui sortent le 25 décembre, des fois, on n'a pas accès à les voir avant qu'ils sortent. Puis là, on fait pas un balado spécial le 25 décembre. Fait que si on n'y a pas accès la semaine avant, là, 18, 19, 20, malheureusement, on en reparlera juste en janvier à notre retour. Ouais, effectivement. Écoute, c'est une très petite semaine d'actualité aussi, donc ce ne sera pas un long balado. Est-ce que, on dit ça, puis on est capable de bifurquer, là. La semaine dernière, on a oublié de parler de la déroute, de l'accident de char du film Villeneuve, un peu, si on veut. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ben oui, on Parce peut il y a plein d'analogies de char, mais là, c'est Daniel Roby, le cinéaste québécois et qui fait succès en France beaucoup, qui réalise le film. Disons qu'il réalisait le film, puis là, il a quitté l'écurie. Il a claqué la porte, oui, effectivement. Oui, ben c'est drôle. En plus, une Formule 1, ça n'a pas de porte. Mais ouais, c'est ça. Il a quitté le monoplace. Exactement. Il a demandé un coup de main pour sortir du véhicule, puis il est sorti. Ouais, c'est ça, des différends entre la production et lui. Puis surtout, le gros problème, c'est que c'est le plus gros budget d'un film québécois jusqu'à présent. Je pense que c'est 16 millions. Ouais, quelque chose et il est tout claqué. Là. Ouais. Il restait 4 semaines de tournage, puis là, ils n'ont plus une scène. C'est sûr que c'est le film qui va coûter cher. Il y a des courses de la Formule 1, puis tu peux pas faire des scènes de course avec une auto, une demi-auto. Fait qu'on met la gomme, mais rapidement, on s'entend que si ce film-là était fait aux États, soit il y aurait une version où il coûte 85 millions, puis c'est la totale, ou il serait un peu indie, puis il coûterait 35, mais ce serait pas grand-chose. Ce serait quand même un petit budget. Puis nous, c'est 16, puis là, on défonce. Puis... Ce qui est rare quand même au Québec de voir ça, un film, une production qui s'arrête, là, parce qu'on a vraiment
arrêté le tournage pour l'instant, le temps d'aller chercher d'autres fonds. Ben, ça donne une coproduction aussi avec probablement l'Italie et la France, là, on s'entend. Players. Gilles Villeneuve c'était Jacques Villeneuve qui était avec Players. J'ai vu la popularité de Villeneuve en Italie et encore aujourd'hui. Gilles était avec Ferrari? Oui, c'est ça, avec Ferrari. Mais c'est ça, fait que finalement, ils avaient un différent. Je pense que Robbie voulait vraiment mettre l'emphase sur les courses, donc amener peut-être plus d'action. Peut-être la production voyait justement le budget gonflé et eux, finalement, ils voulaient peut-être le ralentir un peu dans ses élans. Fait que, bref... Est-ce que la sortie va être compromise? Je pense que c'était quelque part pour Noël 25. Je pense que c'était novembre-décembre de l'an prochain, dans un an. Fait que, normalement, le tournage aurait été terminé cet automne. C'est ça. Ça dépend combien de temps c'est retardé. Il paraît que Yann Lanouette-Turgeon, de mémoire, son nom de famille, est associé au film maintenant. C'est lui qui nous propose Mademoiselle Bottine dans quelques semaines. Fait que c'est sûr que peut-être que lui aussi, déjà, dans son horaire, c'est comme je veux bien le faire, mais j'ai une tournée promotionnelle, par contre, à faire à partir de la mi-novembre avec un autre gros film. Fait que, bref. Si on le rencontre, on pourrait demander s'il peut confirmer. C'est ça. Oui, c'est effectivement. Sinon, mais c'est sûr qu'ils vont le compléter, excuse. Faut pas s'inquiéter de ça. C'est trop un gros film. C'est juste une situation inusitée pour notre cinéma, nous. Oui, puis tu sais, c'est Crystal Film, là. C'est le film de Christian Larouche qui est justement un des grands top 3 producteurs au Québec. Fait que je pense qu'il va arriver à terme, là. Tout à fait. Ça, c'est tout nouveau, je pense, de ce matin ou hier soir, peut-être, que la nouvelle est tombée. Pour les fans de Patrick Sénécal, vous serez heureux d'apprendre que un de ses plus récents romans, Flo, va être adapté au cinéma. Et c'est Éric Tessier qui avait porté à l'écran Sur le seuil et 51-50 rue des Ormes, qui va faire sa trilogie Sénécal, finalement. Ah ouais, c'est lui qui adapte et qui va réaliser 15 Flo. ans plus tard, on va compléter ça. Oui, tout à fait. En fait... il racontait en entrevue, je pense qu'il participe à une série d'anthologies là, au Canada anglais, là, The Amityville, quelque chose. Tessier, ça? Oui, Tessier. Qui a parce que Sénécal a eu une émission, genre Patrick Sénécal présente. Oui, c'est un genre d'Alfred Hitchcock présente. Là. Ouais, ou comme il y a eu Guillermo del Toro présente récemment sur Netflix. Mais donc, Tessier avait réalisé un épisode de cette série-là qui donne dans l'horreur, puis ça lui a vraiment redonné le goût de replonger dans ce créneau-là. Alors, puis à la lecture de Flo, il trouvait qu'il y avait un potentiel là, qui raconte une jeune fillette là, de 8-9 ans qui, suite à... je pense qu'elle tue accidentellement un chat, puis il va arriver plein de malheurs, puis de trucs liés à ça. Là. Ouais, je me souviens d'avoir vu la couverture quand c'est sorti, une petite fille au piano. Ouais, c'est ça, de dos, là, tout ça. Donc, fait que voilà. Le cercle, Samara, là. Donc, à suivre. Évidemment, là, il est à l'étape de scénarisation, fait que ce ne sera pas pour tout de suite. Sinon, on a révélé les nominations du prix du gala prix Québec Cinéma. Il y en a qui en ont une barge. Oui, puis il y en a. T'es-tu noté? Non, j'ai complètement oublié. Puis je suis très content, mais en même temps surpris que il y a pas genre Vampire Humaniste a comme 22 nominations. C'est lui qui est en pole position. Je comprends même pas comment il peut en avoir 22. Il y a donc bien des catégories. Oui, parce que là, il rajoute casting. Il y a plein d'autres affaires que il va y avoir un gala hors scène. C'est ça, la direction de casting, puis etc. Mais à noter quand même, donc, évidemment, les catégories principales là, comme réalisation, scénarisation, meilleur film. Mais oui, en fait, tous les 6 comédiens principaux ont eu des nominations. Donc, Sarah Monpetit, puis Félix-Antoine Bénard, mais aussi Steve Laplante, Sophie Cadieux, Noémie Farrell, puis Marie Gignac qui était... pas Gignac, Brassard, mais... Marie Brassard. Ça, ouais. Donc, fait que dans les 3 actrices de soutien, dans les 5 actrices de soutien, t'en as 3 que c'est de vampires humanistes. Ben là, voyons, ça peut rapport. C'est excessif, là, ouais. Ben écoute... On dirait que ça enlève de la crédibilité au film, puis je l'adore, le film. Puis moi, au contraire, je trouve que c'est un gage de qualité, puis que les gens de l'Académie ont vraiment embarqué dans la proposition. Oui, c'est probablement le cas, mais ce que je trouve, moi, c'est à l'inverse, c'est de dire... C'est comme si ce film-là, on l'a aimé, puis le reste,
il est tellement pas assez fort que ça va être lui partout, tu sais. Il y a 3 comédiennes secondaires de ce film-là qui sont meilleures que toutes celles des 40 autres films québécois qu'il y a eu cette année. C'est comme, ça se peut pas. C'est juste, mais... C'est à un moment donné, Marie Brassard a dit comme 5 phrases dans le film, là. Elle peut pas, tu sais... Même, puis, j'ai oublié son nom, mais celle qui fait la mère, là, tu sais, Catherine... Sophie Cadieux. Sophie Cadieux, pardon, c'est ça, tu sais. Noémie O'Farrell, c'est quasiment elle qui est le plus là, tu sais. Écoute, mais ça, c'est le lot des galas et des nominations. Là. J'ai peur qu'il y ait un backlash de ça parce que... Écoute, c'est toujours le même débat. C'est la fine ligne entre les films populaires puis les films nichés, tu sais, qui ont eu un succès critique et d'estime, mais pas public nécessairement, tu sais. Puis il est quand même un peu là-dedans. C'est un film qui a fait de mémoire comme 200 000 $. C'est ça. Fait que pour beaucoup, un peu comme quand Viking gagnait tout l'an dernier, il y en a plein qui n'ont pas vu ça et tout. Je pense que l'industrie va être contente parce que l'industrie, je parle tout le monde qui travaille dans le métier est au courant de ce film-là, c'est quoi, connaît ce monde-là et tout. C'est sûr que ça peut donner un peu... Le public va être comme, c'est quoi? C'est ça. Ça peut donner un peu de publicité peut-être pour ceux qui auraient hésité. Mais c'est pas pour rien qu'on maintenant créé aussi la nouvelle catégorie, le prix Michel Côté, là, pour les films populaires ou les gens qui votent. Ça va être sûrement 95 ou Belle-Sœur. C'est ça, effectivement. Fait que, sinon, j'ai juste noté les 2 autres. Là. J'avais noté les 3 avec plus de nominations. Fait que, en deuxième position, c'était Simple comme Sylvain, cool. qui a aussi toutes les grandes catégories. Et 1995 avec 11 nominations. OK, quand même. Puis là, c'est le seul qui est encore à l'affiche parmi... les 2 autres datent de l'automne dernier. Ils sont plus en nomination. Parce qu'on a comme changé un peu les dates là, pour être éligibles, non. Fait que, bref, le gala aura lieu le 8 décembre prochain et on va pouvoir suivre ça, voir si Ariane Louis XVI va passer la grappe. Puis moi, je suis vraiment content pour elle, honnêtement. Puis ce qui est surtout le fun, c'est que ça va lui permettre assurément au moins de faire 1 ou 2 prochains films. Là. C'est ça. Je sais pas, j'ai pas noté, je me demande si Sandrine Bisson, mettons, étant actrice de soutien, parce que dans le dernier, même principe, elle a dit 3 phrases. Là, effectivement, je me rappelle pas, je l'ai pas remarqué. Parce que surtout, le rôle est iconique, mais c'est pas le film où elle est le plus de l'avant. C'est vraiment dans le premier. Mais je sais que Jean-Carl Boucher, lui, est en nomination comme acteur, évidemment. Fait que voilà, honnêtement, pour l'actu, c'était tout. C'était tout. Alors, comme on a dit, pas de bande-annonce très excitante. Alors, on tombe dans les nouveautés. Oui. Moi, je pense que j'allais sauter sur ton film que t'attendais le plus. Ah ouais, moi, je serais resté dans le québécois. OK. Ouais. OK, je te suis. D'accord, allons avec la bataille de Saint-Léonard de Félix Rose, un documentaire. Oui, Félix Rose qui nous a donné il y a, j'ai oublié, quelques années, disons ça poliment, Les Roses, qui était un documentaire sur sa famille. Puis ça a été un des plus grands succès là, de l'ONF, un documentaire qui a vraiment fait jaser beaucoup, qui parlait notamment de la crise d'octobre, mais de l'histoire de Paul Rose et de sa famille. Puis ici, en fait, quand il était en production de ça, son père avait été impliqué un peu dans la bataille de Saint-Léonard qui va venir éventuellement mener à le Big Bang qui a mené tranquillement à la loi 101, qui est la loi qui protège la francophonie au Québec. Sauf qu'en couvrant ça, il s'est dit je peux pas le mettre comme 8 minutes dans mon documentaire, ça n'a pas de sens, c'est trop complexe, c'est trop grand pour juste le couvrir comme ça, ce serait pas respectueux pour tout ce que c'est. T'sais. Fait qu'il a mis ça de côté, il en a même pas parlé, je pense, dans Les Roses, de mémoire. Puis, fait qu'il nous présente aujourd'hui la bataille de Saint-Léonard. Ce que c'est le quartier Saint-Léonard à Montréal, qui était auparavant juste des fermes, en banlieue de Montréal. Puis, c'est sur l'île. Dans le nord de Montréal, dans le nord de la 40. Puis, à l'époque, c'est pour ça que je disais un peu en banlieue, parce que c'était bien avant qu'il y ait Laval et tout le autour, là, mais... c'était comme des fermes et tout, puis tranquillement, il y a un promoteur italien, l'arrivée massive un peu des Italiens après la Deuxième Guerre mondiale et tout, qui ont fait ça serait cool de se réunir, fait qu'il a comme vu ces terres-là, puis il les a tranquillement achetées, puis il a fait construire des maisons, puis il les offrait d'abord aux Italiens, fait qu'à un moment donné, ça fait boule de neige, puis là, les Italiens veulent aller là, parce que c'est devenu là, un peu le quartier italien. Ouais. Puis à un moment donné, eux, ils ont demandé à pouvoir avoir l'enseignement multilingue à l'école, donc notamment en anglais, en disant que l'anglais, c'est la langue du travail. C'est ce qu'on voyait déjà dans toutes les shops puis les business. Et les patrons, c'était des Américains ou des Anglais.
puis il parlait pas français, puis etc. Et de l'autre côté, ben, il s'est mis... ça, c'était surtout chapeauté par Mario Baronet. Puis de l'autre côté, il y a eu Raymond Lemieux, qui, lui, était plus à protéger la langue française en voulant qu'on ait juste l'éducation en français au Québec. Puis tout ça a mené à une espèce de bataille qui est aussi devenue une bataille physique entre deux côtés totalement légitimes, là, qui est juste le choix de la langue, puis l'autre qui est comme, il faudrait protéger la langue ici, mais l'un n'empêche pas l'autre. Puis le débat a encore lieu aujourd'hui, la langue parlée, la langue apprise, la langue internationale, on n'est pas juste chez nous, etc. Puis c'est ça. Fait que dans le film, le portrait est pas de dire qui a raison, qui a tort. C'est pas un film qui est juste... les Italiens sont dans l'erreur, là, et c'est vraiment comme ça que Félix le présente. C'est aussi que c'est deux personnes oubliées qui ont été très importantes dans cette bataille-là, que leur famille a dû écoper puis travailler fort derrière eux, là, comme tout politicien qui mène une cause à bras ouverts. T'es pas beaucoup là à la maison dans ce temps-là, puis c'est ça, ton devoir paternel dans ce cas-là est beaucoup laissé de côté. Tout à fait. Écoute, moi, qui adore l'histoire, j'avoue que je ne connaissais pas ce pan de notre histoire à nous autres. Non, vraiment pas. J'étais vraiment content de découvrir ça. Je trouve que le documentaire est vraiment bien monté, avec beaucoup d'images d'archives qui sont intéressantes à voir. Puis effectivement, c'est un enjeu qui résonne encore aujourd'hui, là, qui est pas, même si il y a des lois qui encadrent tout ça, mais ça fait encore beaucoup de mécontentement dans les communautés anglophones et allophones. Fait que c'est un sujet qui demeure d'actualité. Très accessible aussi. Fait que c'est... je trouve ça le fun, mais c'est sûr qu'on ne contextualise pas toujours le tout. Ça, on avait parlé un petit peu en sortant, mais en même temps, j'aime l'approche très humaine que on suit ces deux personnages-là, justement les répercussions de leur position sur leur famille, leur militantisme, comment ça va toucher leur famille. Oui, parce que les entrevues sont beaucoup, comme ils sont décédés maintenant, les entrevues sont beaucoup avec leur descendance, avec leurs enfants, avec leur femme, comment elle voyait ça. Bien qu'il y a des entretiens avec Raymond Lemieux qui a fait quelques années avant sa mort. Oui, qui avait fait pour les Roses. Oui, c'est ça, qui a pu récupérer ça, qui est intéressant aussi à voir. Fait que bref... je pense que c'est un documentaire important à voir puis à comprendre là, pour comprendre la situation où on en est aujourd'hui. Oui, puis même si c'est le quartier, à la base, le quartier Saint-Léonard à Montréal, c'est vraiment une cause provinciale. Là. Oui. Ça s'applique pas juste à un élément très isolé là-bas. D'ailleurs, il y a eu des conflits à Québec au Parlement puis des choses comme ça. C'est pas montréalocentrique, loin du tout. Je pense que tout le monde peut embarquer dans cette histoire-là. Puis honnêtement, pour connaître un peu le quartier de Saint-Léonard, parce que j'ai de la famille qui reste là, j'ai une tante italienne, j'étais fasciné de voir quand même, puis c'était une autre époque, là. On parle du début des années 60, ils sont passés de 400 habitants à 15 000 en dedans de 5-6 ans. Ouais, c'est mongol, là. Oui. Tu transformes un village en une ville comme ça en si peu de temps. Aujourd'hui, c'est compliqué juste de faire un prolongement de route ou quelque chose. Oui. Fait que c'est fascinant de voir à l'époque comment ça roulait. Bon, probablement qu'il y avait beaucoup de trucs qui se passaient un peu en dessous de la table, puis des permis. C'était lousse un peu. Là, le film n'en discute pas. Non, ça. c'est ça. Je pense pas que nécessairement c'était illégal, mais je pense que s'il y avait... Les trucs étaient juste moins encadrés, il y avait beaucoup moins de bureaucratie, on s'entend. Ouais, puis tu sais, on parle aussi d'une époque, comme tu dis, rajouter un tronçon d'autoroute aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que tu tasses 4 maisons. Là. À l'époque, c'était juste des champs. Fait que tu achètes le terrain. Puis tout était à défraîchir à faire. Là, fait que... Mais ça m'a vraiment fasciné de voir ces images-là. C'est comme, oh my God... ça remonte pas si loin que ça, là. Fait qu'on a tendance à oublier quand même. Mais ceci dit, moi, je vais absolument discuter avec ma tante. Je la vois demain, justement. Puis je suis curieux de voir qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Puis, parce qu'évidemment, elle a grandi dans ces années-là. Oui, c'est vrai. Puis on a discuté avec Félix Rose, qui était de passage dans nos studios. L'épisode, en fait, est déjà en ligne. Je l'ai mis en ligne jeudi. Donc, au moment où vous nous écoutez, c'est disponible. Puis, comme on rediscute un peu du film, c'est pas un film à punch, c'est un docu. Vous pouvez l'écouter avant pour vous motiver à aller voir le film ou pour, je sais pas, vous faire un pre-drink avant d'écouter le film. Ou pour l'écouter en complément par la suite. Super intéressant, Félix Rose. On discute vraiment du film, on va un peu au-delà des thèmes abordés, mais également juste du processus, comme on disait, là, des centaines d'heures que ça prend puis que ça mange en hiver un documentariste, un peu.
comment ça mange en hiver. Oui, ça a été vraiment une belle conversation. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir la chance de lui parler. Vraiment quelqu'un d'intéressant, ne serait-ce déjà que par son passé familial. On s'entend que c'est quand même assez unique. Là. Oui, c'est ça. L'autre fois aussi, je réalisais même affaire comme quand on parlait, là, ça fait quelques temps, mais à Francis Leclerc aussi, là, qui a amené... Tu sais, je l'ai pas connu, là, Félix Leclerc. Là. Fait que moi, je connais Francis. On s'appelle pas à fin de semaine, mais on s'est parlé comme 3-4 fois là, pour ces différents films qu'il avait fait. Fait que maintenant, c'est comme, ah oui, lui, je le reconnais bien. Puis à un moment, hey, c'est vrai, c'est le fils de l'autre grand artiste. Même chose pour Félix Rose. Comme, hey, c'est le fils de quelqu'un de très important dans l'histoire du Québec. Tout à fait, là, Fait que voilà. Puis il y en a encore des films sur la crise d'octobre. Là, justement. Ouais. Donc, la bataille de Saint-Léonard, vraiment à voir si vous aimez ces documentaires-là historiques qui concernent l'histoire québécoise. Fait que là, je sais pas. Je vais me faire plaisir. On va aller avec. Restons dans l'histoire. Okay, on est quasiment dans la même époque, un petit peu après, mais Saturday Night de Jason Reitman. Oui. Un film qui parle de une émission de télé. Qui parle de Saturday Night Live, la populaire émission qui a 50 ans aujourd'hui et qui a fait littéralement aujourd'hui au moment d'enregistrer, car on enregistre le 11 octobre. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Jason Reitman, le cinéaste canadien, fils de Ivan Reitman, nous propose les coulisses de la première diffusion de ce qui s'appelait à l'époque juste Saturday Night, que je ne sais pas à quel moment a pogné le terme live. Fin 76, parce que pour la petite histoire, il y avait une émission qui s'appelait Saturday Night Live with Howard Cosell. OK. Et l'émission a été retirée des ondes en 76, donc ils ont pu prendre finalement le Saturday Night Live. Ouais. OK. Fait que c'est cette émission à sketch qui joue c'est à 11h30 les samedis soirs, et je pense que c'est encore la même plage horaire depuis toujours. Ça n'a jamais changé. C'est quoi, c'est-tu CBS? NBC. NBC, pardon. Et fait que là, le film débute, on est le 11 octobre 75, fait que c'est pour ça qu'ils sortent le film le 11 octobre aussi. Il est 10h, donc dans 90 minutes, dans 1h30, l'émission part live. Fait qu'on dit, tout doit être prêt, puis ça va être... tout le monde est confiant. Ben, évidemment pas, c'est le branle-bas de combat. Les décors sont pas finis, il y a des sketchs qui sont pas finis. Ils ont trop de sketchs, ils ont trop... Le pacing du show est trop gros, ils savent pas quoi couper, ils savent pas qui couper parce que t'as fait venir des comédiens, puis là, tu vas dire, finalement, tu joues plus, toi, désolé, blablabla. Fait qu'on suit beaucoup Lorne Michaels, qui est comme le créateur et producteur du show. Fait que c'est lui qui se promène partout dans les coulisses, qu'on lui demande tout le temps des affaires. Il y a des comédiens qui arrivent en retard, des comédiens qui se chicanent, qui se battent entre eux, qui veulent quitter, qui n'ont pas signé leur contrat, des grosses têtes qui s'affrontent. Et en plus de ça, comme c'est la première, là, les investisseurs du studio, de la chaîne de télé viennent, veulent tout voir comment ça marche. Puis on est à les choses changent tranquillement avec le temps, mais on remonte de 50 ans, fait que c'est tous des monsieur blancs à cravate, tout un petit peu misogyne, voilà. Fait que on pourra en parler d'un autre film de ce genre tantôt. Et ouais, c'est ça. Fait que c'est juste comme une suite, il y a beaucoup de plans séquences, une suite de chaos organisé dans le contexte du film, désorganisé dans le contexte de ce qui se passe là-bas, on va-tu se rendre, éventuellement, on le sait qu'ils se rendent parce que l'émission existe, mais moi, je me souviens pas comment ça s'est passé en 75, tu sais, puis à un moment donné, il y a aussi, on roule-tu le tape des répétitions ou on va live, là, puis évidemment, lui, Michaels veut aller live, mais les producteurs, dont un joué par Defoe, il est comme, non, vous êtes pas prêts, puis tu sais, il y a du monde qui veulent juste qu'ils se plantent parce que finalement, le show est juste financé pour faire tuer genre une autre personne, puis on s'en fout que tu réussisses ou que tu rates. Je peux contextualiser ça. Bien sûr. Effectivement, le Saturday Night Live est né d'un conflit entre NBC et Johnny Carson, qui était le grand maître de la télévision du Late Show, l'animateur de Tonight Show, qui, parce que le samedi soir, on passait des reprises de la semaine, mais lui, il voulait travailler un peu moins. Il voulait juste travailler 4 soirs au lieu de 5. Fait que son argument, ou en tout cas le conflit, disait, arrêtez de passer des émissions le samedi, puis diffusez-le la semaine, comme ça, je vais avoir un night off. 4 shows, puis le rerun le vendredi. Effectivement, c'est ça. Fait que tout ça est né de ça. Donc, puis eux, ils ont une émission de remplacement, mais NBC tenait pas vraiment
à vouloir faire ça, parce qu'eux voulaient continuer quand même à passer le Tonight Ouais, Show. je pense que c'était comme elle le décrit dans le film, c'est une façon de dire non, finalement, t'es pas aussi important que tu penses. Là. Fait que c'est contre-argumente en disant, regarde, on peut même ne pas les jouer pantoute, tes reruns. Fait que c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui connais pas tant Saturday Night Live? Je serais curieux de voir exact, le record on a discuté extérieur. Un petit peu en fin d'épisode la semaine dernière, mais tu sais, SNL, je connais des comédiennes issus de ça. Je le sais que ça existe. Je vois des petits sketchs sur YouTube, ça et là, mais j'ai jamais écouté une émission au complet. Je suis pas un fan de cette affaire-là. C'est pas une émission que j'écoute. Sauf que c'est très intéressant quand même de voir ce chaos-là. C'est un film qui s'écoute super bien, qui est juste vraiment le fun à regarder. Évidemment, il y a quelques personnages importants que je connais d'aujourd'hui, fait que c'est cool de les voir dans le temps. On pense à Chevy Chase, à John Belushi, Dan Aykroyd, ça c'est les faces les plus connues, genre. Les noms les plus connus, fait que c'est d'autres jeunes qui jouent. Puis... mais il y en a d'autres, des fois, c'est ça, là, à un moment donné, ils ramènent un écrivain à la dernière minute, un writer et tout, puis je sais pas c'est qui, là, tu sais, puis fait on dirait qu'il y a des affaires qui sont superflues quand tu connais pas toutes les pointes spéciales, tu sais, qui mettent, puis les petites perles, un peu, mais c'est pas nuisible non plus, là, il y a pas une grande écartade qui sert à rien, tu sais. Puis les faces connues, J.K. Simmons, Willem Dafoe, sont vraiment le fun, mais haïssables. Là, fait que c'est super cool de les voir là-dedans. D'ailleurs, c'est pas des visages très, très connus. C'est pas tous c'est pas des premiers rôles, là, mais Gabriel Labelle, qui joue justement Lorne Michaels, son plus grand rôle, c'est The Fableman, il y a 1 an. Je jouais l'alter ego de Steven Spielberg. Exact. Rachel Sennott, qu'on a adoré dans Bottoms, qui joue comme on comprend un peu son ex-femme, ex-blonde, coproductrice, que c'est pas clair. Elle était scénariste, Scénariste, OK. Puis Corey Michael Smith, qu'on a vu un peu dans May December et tout, c'est lui qui fait Chevy Chase, puis je pense que c'est quand même lui qui vole un peu... tu sais, c'est le genre de personnage aussi, et Chevy Chase est très unique, là, apprécié du public, détesté de ses pairs, là. Fait qu'il est un peu pareil, super coquille, arrogant, il est grand, il prend de la place, et physiquement, et c'est ça, très baveux. C'est un bully, là, dans le fond, là. Il y a Lamorne Morris, qu'on connaît surtout pour Winston Bishop dans New Girl, et Dylan O'Brien, là, de la série Maze Runner et tout, qui joue aussi Dan Aykroyd, qui le joue très bien. Très, très bien, honnêtement, pour avoir vu souvent des sketchs d'Aykroyd à l'époque, là, il m'a vraiment, vraiment bluffé. Ouais, puis ça y fait bien la moustache. Je sais pas s'il va la garder après le tournage, s'il l'a gardé depuis. Bref. Fait que je sais plus où j'allais avec tout ça, mais tu sais, c'est ça, en tant que spectateur de loin de Saturday Night Live, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, comme tu dis, on est fan de cinéma, de production, de comment ça marche. Puis, ce chaos-là, après, il y a quelque chose qui est un peu peut-être prévisible dans le film, mais c'est pas moins intéressant à regarder pour autant, tu sais. Alors, puis ce qui est capoté c'est des raisins. Je pense que ça s'est réellement passé comme ça, parce que Jake Reitman et son scénariste Gil Kenan ont interviewé encore beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens de cette période-là qui sont encore en vie. Fait on verrait plus ça aujourd'hui. Là. Tu pourrais pas avoir un chaos comme ça pour une émission lancée en ondes. Imagine-toi en direct de l'univers. Ouais, très bonne franquette. C'est ça. Puis, c'est l'époque où les comédiens étaient coqués. Là, tout le monde criait ça sur la drogue. Puis John Belushi qui est très caractériel. Et jusqu'à la dernière minute, on n'était même pas certain s'il était pour jouer, être présent. Écoute, c'est un zoo. C'est complètement fou. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a l'idée aussi de dire... je sais, tu sais, mettons que ton émission, là, parce qu'il y a des sketchs, mais il y a aussi de la musique live, puis des choses comme ça, puis là, il y a des publicités qu'il faut aller, etc. Fait que le fait que ce soit autant désorganisé, c'est-à-dire juste le pacing, là, de genre, on sait même pas encore, il y a des sketchs qui sont pas finis d'écrire, il y a trop de comédiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est comme, voyons, tu peux pas arriver à ta première diffusion, puis ton pacing n'est pas genre choisi, t'sais. Mais de toute façon, il y aurait plus de live tant que ça. C'est quand même rare, là, la télé en direct de nos jours. Ça s'est beaucoup, beaucoup perdu. Vraiment, parce que ça permet juste ultimement de meilleure qualité. Même enregistré devant public, tu n'as plus besoin d'être live. Là, Mais encore à ce jour, il règne un certain chaos quand même, parce que j'entends souvent les anciens Will Ferrell, toute cette gang-là, Jimmy Fallon, puis parce que Saturday Night Live, la façon que c'est organisé, c'est 6 jours sur 7.
Donc, ils reçoivent l'invité le mardi. OK. Ils vont commencer à écrire les scénarios. Ils vont faire des essais. Ils vont pratiquer un peu les sketchs. Ils vont construire les décors le jeudi, vendredi. Samedi, dans la journée, ils font le dress rehearsal, donc une première sans public. Une générale. Une générale, merci du bon mot. Et c'est là qu'ils vont couper des sketchs. OK. Fait qu'ils en écrivent toujours un peu plus, puis à la dernière minute, ils vont dire « OK, finalement, celui-là, on l'enlève. Lui, Fait que quand même, jusqu'avant d'entrer en ondes, là... Oui, c'est ça. Mais je comprends. Mais pas autant, parce que là, dans le film, il y avait comme 3 heures. Mais effectivement, le premier mois était très chaotique parce qu'ils ne savaient pas trop encore quel ton donner à l'émission. Puis déjà, le deuxième, c'était Paul Simon invité. Puis je pense qu'il avait fait comme 5 chansons. Là, maintenant, c'est comme très formaté 2 chansons, mais il en avait fait 5. Puis fait que c'est vraiment, je pense, à partir du 4e ou 5e épisode que là, les comédiens ont pris plus de place. C'était plus de sketch, moins d'invités. Puis même la première année, on apprend que Jim Henson était là avec ses mopettes aussi. Ouais. Avait un petit numéro qui a été coupé à partir de la 2e saison. Fait que, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajustements. Mais moi, ceci dit, qui est un fan de première heure, évidemment, j'ai pas connu cette époque-là live, là, mais moi, j'ai découvert ces premières années de Saturday Night Live en cassette VHS parce qu'il avait sorti à l'époque des best-of de Chevy Chase puis d'Aykroyd. Puis vu que j'étais un grand fan de Chase tout ça, fait que j'avais loué. Fait que là, j'avais découvert ça. Fait que j'avais vraiment hâte de voir le film, puis j'ai vraiment pas été déçu. Donc, si vous aimez Saturday Night Live, c'est vraiment une lettre d'amour à l'émission. Oui. La réalisation est vraiment intéressante, très nerveuse aussi avec le montage, des longs plans séquences, on se promène, puis je trouve les comédiens sont spot-on. Ils tombent pas dans la caricature non plus. Ah, exact. On les croit parce que ça a été facile juste d'imiter ces personnages-là, mais... Ouais, le film n'est pas un sketch de l'émission. Non, là, c'est ça. Puis c'est pas une comédie non plus. Non, exact. C'est pas un gros drame. Tu sais, c'est Non, léger, c'est ça. on rit, il y a des niaiseries, mais c'est... Ouais, c'est ça, là. C'est pas Wayne's World, là. C'est pas une comédie, en parlant de Mike Myers et de d'autres qui sont passés par là. Tu sais, c'est pas un film de Will Ferrell. C'est comme... Tu suis, puis t'embarques, puis ça va. Il y a une certaine légèreté à tout ça parce qu'on parle juste d'une production d'une émission. Là. Personne ne se gonne dans la tête. Là, tu sais. Puis, et puis il y a toutes sortes de saisons farfelues qui fait que Et ce qui est bien fait aussi, parce qu'on dit souvent, une des choses qui vieillit très mal, c'est l'humour. Tu sais, parce que c'est très ancré dans le temps, puis les codes sociaux évoluent, les référents évoluent. Fait on n'écoute pas la première émission, on écoute les coulisses puis tu sais, c'est un film d'1h40 qui démarre 1h30 avant le premier, fait que on le voit pas, là, vraiment. On est quasiment en temps réel, puis à travers ça, des petits moments, justement, de sketch iconiques, là, du premier épisode, on les voit un peu comment ils les montent, mais... mais ça, c'est dit... Est-ce que tu as réussi à le trouver, le fameux premier épisode sur Internet? Non, je voulais le voir avant. Là, je fouille peut-être un petit peu plus, là, parce que je serais quand même curieux. Ça m'a donné évidemment le goût de le revoir. Là, fait que je vais essayer. Puis, je suis comme curieux, là, en tant que non-néophyte un peu de ça. Ça dure quoi? Ça dure 1h30? C'était 1h30, ouais, okay. 11h30 à 1h. Ouais. Puis, t'es écoutes-tu actuellement encore? Rarement, honnêtement. Okay. Ça vient par période. On dirait que ça... Je les écoute beaucoup quand le cast, quand les membres sont comme assez hot, là, parce que ça fluctue beaucoup. Il y a des années que les comédiens sont pas super bons. Là. Ouais, puis là, ça reprend du temps à recréer une chimie puis un buzz. Puis c'est ça, là, comme c'est ça les époques. Will Ferrell, Kristen Wiig, Bill Hader. Bill Hader est arrivé un petit peu après. Un petit peu, mais Molly Shannon, tout ça. Là, fait que t'as des époques charnières justement avec Will Ferrell, c'en était une. Après ça, tu avais eu avec... il y a eu Chris Rock, ça c'était avant puis, 90. Milieu 90. Ouais, il y a pas eu Adam Sandler? Chris Farley, Sandler et tout ça. Moi, j'ai découvert avec Dana Carvey, Mike Myers, fin 80, début 90. Là. Que, je pense, Garth puis Wayne, ils les avaient créés dans SNL. Tout à fait, ça vient de Saturday Night Live. Mais il y en a eu en masse des films aussi de... Je pense à... c'était Will Ferrell, New Roxbury, puis tous ces trucs-là, des spin-offs de personnages. Ouais, c'est ça. Quand des personnages deviennent iconiques, c'est ça qu'ils ont une tentation de voir les Est-ce que Anchorman, c'était... Non, ça vient pas de... Mais Adam McKay était writer pour SNL aussi, d'ailleurs. Et Tina Fey, d'ailleurs, qui a été... je pense que c'était la première femme à la tête des scénaristes là, du Writer's Room. Puis d'ailleurs, elle a été souvent pressentie pour remplacer Lorne Michaels, parce que faut dire c'est Lorne Michaels qui est encore là 50 ans plus tard. Ah, fait que là, il est rendu à comme 75 ans. Ah, oui, puis peut-être même 80 là, aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est peut-être sa dernière année, là, pas dit officiellement, mais je ne serais pas étonné de finir ça à 50 ans. Donc,
Est-ce que Tina Fey va vouloir mener ça? Peut-être pas non plus, puis ça doit être très prenant là, comme travail, là, mais... Parce qu'elle est encore là-dedans? Non, elle a quitté longtemps, mais c'est elle qui avait créé la série 30 Rock, donc qui était une parodie un peu de Saturday Night Live et tout ça. Là, fait que... tout ça va être à suivre, mais reste que c'est une émission qui a marqué la culture populaire, qui a parti tellement de carrières, de comédiens depuis ce temps-là. Dans la filmographie de Reitman, c'est très intéressant parce qu'il a commencé avec des films un peu plus indie, Up in the Air, puis Thank You for Smoking, Juno, puis tout. Puis là, il est tombé dans Ghostbusters. Y a-tu fait un autre gros truc avant Ghostbusters? Non, je pense que c'était un peu ça, mais les derniers étaient plus discrets. Là, celui avec Hugh Jackman sur une campagne politique, puis qui ont un petit peu passé dans l'oubli. Ouais. Puis c'est cool de le voir retomber dans ça, dans des projets. Ben, les Ghostbusters, c'est un projet de passion aussi, mais quelque chose qui est peut-être plus concret, justement, plus terre à terre que des monstres dans l'espace. C'est drôle, il fait. Ben, c'est quasiment un caméo, un petit à Finn Wolfhard, dont le comédien de Stranger Things qui est dans les Ghostbusters. Les Ghostbusters, on le voit au début, il donne des flyers sur le bord de la rue, puis t'es comme, OK, il fait qui? Il fait juste le gars qui donne des flyers sur le bord de la rue. Ils doivent être juste amis, puis genre, veux-tu jouer dedans? Ah oui, j'aimerais vraiment ça, puis c'est clair. Tout, là, donc, voilà pour Saturday Night. Vraiment un film, je pense, qui est à voir. Samedi soir au Québec. Fait que restons dans l'histoire. Un peu cette même période-là et les années 80. Oui, 70-80. The Apprentice. Un autre personnage, pour certains, tyrannesque et pour d'autres comique. C'est Donald Trump. The Apprentice de Ali Abazi, qui lui aussi était très intéressante filmographie pour Abazi parce qu'il va à gauche et à droite. On l'a connu notamment pour Border, qui était plus dans le horreur fantastique. C'est un Iranien, Abazi, mais il fait des films partout dans le monde parce que il me semble que Border, aux Oscars à l'époque, représentait genre la Suède ou la Norvège, là, quelque chose comme ça. T'sais. Ben, je pense qu'en Iran, t'es plus invité à aller faire tes films ailleurs de toute façon. Il a fait justement, après Les Nuits de Mashhad, qui était un thriller plus sur des crimes sexuels, des choses comme ça, qui se passaient en Iran, mais qui était tourné ailleurs, évidemment. Et là, il arrive avec The Apprentice, qui est donc un peu les jeunes années, comme on dit, de 70-80 de Donald Trump. Donc, comment il est devenu un magnat de l'immobilier et faire du gros cash. Oui, il y avait un legs familial. Il y avait déjà une entreprise que son père avait bâtie puis qui est encore actif, puis il n'arrive pas à prendre sa place. Et il va faire, dans une espèce de petit club select de millionnaires et tout, la rencontre d'un avocat, Roy Cohn, qui va un peu se lier d'amitié avec lui et lui apprendre ces 3 règles pour réussir en affaires. Ce qui était... j'ai oublié de les noter, mais c'est genre toujours... aller attaquer. Toujours aller pour... faut que t'attaques tout le temps. Fait que juste ça, c'est très ce qu'on connaît de Donald Trump, même la manière qu'il a régné aux États-Unis, tu sais. L'autre, c'est ne jamais... S'excuser ou quelque chose. Ouais, ne jamais avouer de défaite. T'as jamais perdu. Voilà. Puis la troisième, c'est par rapport à la vérité. La vérité, c'est ça. Là. C'est toi qui as fait. La vérité est propre à chacun. Fait que tous ces 3 petites phrases clés dépeignent le personnage et on comprend tout. Ouais, exact. De la politique américaine actuelle. Puis, fait que ce qu'on a ici, c'est Sebastian Stan qui joue le rôle de Trump. Sebastian Stan, qu'on connaît beaucoup pour le Winter Soldier, Bucky Barnes dans les Marvel. Mais il alterne beaucoup. Mais exactement, il fait très bien. I, Tonya, Dumb Money, A Different Man, qui est à l'affiche dans quelques cinémas. Et récemment aussi la série Pam and Tommy, où il faisait Tommy Lee Jones. Tommy Lee tout court, excusez. Et Jeremy Strong, qui est comme un nom qu'on oublie, mais lui aussi, c'est une face. Il est surtout connu pour, je dirais, Succession, là, récemment, qui joue un rôle là-dedans. Mais c'est drôle parce qu'il fait beaucoup de films de ce genre-là, de genre fiction biographique et autres. Là. Il était dans Zero Dark Thirty, qui était comme sur le raid pour pogner Oussama Ben Laden. Parkland, qui était sur l'assassinat de JFK. Black Mass, c'était plus le biopic sur un mafieux. The Big Short, le Trial of the Chicago 7. Fait que c'est comme des faits réels remis en film et tout. C'est un scénario de Gabriel Sherman, qui est pas mal son premier film à ma connaissance.
Ça a été présenté à Cannes et évidemment, c'est pas un film là, de Warner Brothers. Là. C'est une coprod de Canada, Danemark, Irlande et américaine. Ça vient de plein de petits studios qui sont tous cotés pour avoir les 15-16 millions de budget du film. Facture visuelle, on retourne un peu justement dans cette esthétique des années 70-80, très granuleux, format carré, comme... je ne sais pas si ça a réellement été tourné en, je sais pas, 35 mm ou quelque chose comme ça, ou si on a juste recréé ça par après, mais c'est quand même l'aspect visuel qu'on a. Très belle direction artistique pour justement recréer tout ça. On le voit quand même encore, mais tu sais, dans d'autres films, là, c'est pas les premiers à faire ça, mais on y croit vraiment à ce look-là cette espèce de richesse des années 80, là, de marbre puis de tapis, des grosses voitures carrées. Ouais, c'est ça. Toutes les époques ont leur opulence, mais celle de cette époque-là a sa propre iconicité, tu sais. Fait qu'on voit ça, sa relation avec sa première femme, Ivana, puis tout. J'ai cherché de voir quand même d'où ça venait, tu sais. Où est-ce qu'ils ont pu avoir toutes ces informations-là, tu sais. Puis, j'ai pas trouvé exactement. Je sais qu'il y a des affaires qui viennent du témoignage de divorce de sa première femme, qu'elle l'accusait de viol, puis des choses comme ça. Fait que c'est témoigné dans une certaine scène, puis... Je sais pas exactement ça vient d'entretien puis de plein d'affaires. Je pense qu'il est un livre assez ouvert aussi, quand même, Donald Trump. Ouais, ça finit aussi avec sa fameuse écriture avec un ghostwriter. Ouais, c'est ça, The Art of the Deal. Fait que, tu sais, c'est sûr que là-dedans, il n'a pas dû se livrer. Il se livre sur financièrement comment il est. Il se livre pas dans sa relation personnelle nécessairement, là. Mais je sais pas, c'est juste vraiment fascinant à regarder, ce film-là. T'sais, si vous avez quelconque attrait, puis j'ai l'impression que... au début, je sentais que c'était un film un peu niché. Je sais pas si ça va fonctionner au box-office, si ça va attirer beaucoup de gens. Mais si on pense à Guerre civile, entre autres, que j'étais comme c'est un film d'Alex Garland, ça va parler aux plus jeunes, là, aux trentenaires et quelque chose comme ça. Puis finalement, dans les cinémas, il y avait énormément de réceptions, là, des 50-60 plus, parce que c'est comme une guerre civile aux États-Unis à cause de la présidence puis de la droite versus la gauche. On dirait que ça pourrait arriver demain matin. Fait que ça avait rallié un public plus large. Je pense que c'est ça, c'est pas tant la facture du film, le côté, c'est pas un film d'A24, mais c'est un peu cet aspect-là. Mais le sujet de Donald Trump qui remonte dans les sondages en politique et tout, fait que je pense que le film va bénéficier d'un plus grand succès à ce moment-là, d'un bassin plus large que ce que j'aurais pensé. Il est disponible en version française, version anglaise ou version sous-titrée en français, fait que tout est là. Penses-tu que tu vas essayer d'aller le voir? C'est clair, oui, c'est sûr que moi ça m'intéresse. Je suis un passionné de la politique américaine, fait que oui, puis je connais un peu le personnage de Khan, qui, écoute, lui avait travaillé avec le sénateur McCarthy. C'est un véreux, c'est vraiment un... Donc ça, c'est la fameuse chasse aux sorcières des communistes, là. Ouais, OK, dans ces années-là. C'est ça, il aborde ça un petit peu au début. Là, il a envoyé du monde à la peine de mort. Puis tout. C'était un méchant. Ouais, c'était des espions. Là, dans ce temps-là, c'était un peu la peine capitale. Tu sais, c'est comme si, de la manière que c'est présenté, tu comprends que tout ce qu'on connaît de Trump est né de sa relation avec Khan. Ouais. Puis comme je dis, je suis pas un spécialiste de ça, mais c'est du moins ce que le film prétend. Ouais, vraiment. Puis qu'à un moment donné, l'élève finit par surpasser le maître. Oui, c'est ça. Et ça, c'est assumé. Trump l'a souvent dit en entrevue. Là, fait que... Puis, puis ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi un peu le complexe d'infériorité que souffre Trump. Parce qu'eux venaient de Brooklyn, me semble. Sa famille, son père, me semble, c'est de Brooklyn. Puis il y avait lui cette attirance-là d'être sur Manhattan, de faire partie de l'élite new-yorkaise. Mais il est toujours un outsider. Même malgré tout le succès qu'il y a eu sur Manhattan, il faut quand même lui donner, avec le Trump Tower puis différents hôtels. Oui, c'est vraiment le moment où il ouvre le Trump Tower puis tout, puis que c'est dans un quartier défavorisé. Mais il a toujours fait partie un peu de la risée de l'élite new-yorkaise et tout ça. On l'a comme toujours considéré à part. Puis ça teinte beaucoup sa vision de l'Amérique et de l'élite et de la fameuse swamp à Washington puis tout ça. Là. OK, ouais. Fait que assez fascinant puis comme même personnage. déjà là, c'est America. Tout est pour America. Puis c'est ce que Khan il dit. C'est pas grave de tu sais, ils disent pas de détourner des lois ou quoi que ce soit, mais c'est plus de déborder des technicalités si au final... C'est bon pour l'Amérique. Dis-moi, mon client, c'est pas des entreprises. Mon client, c'est l'Amérique. C'est toujours ça que je défends. Fait que oui, quand je
je fais mes affaires, j'ai l'air de magouiller, et lui mais c'est toujours pour le bien de l'Amérique. Mais qui lui sert dans sa poche. Je te dis. Excellent. Il y a des poursuites autour du film, déjà, évidemment. Oui. Parce que, notamment, un des producteurs, des contributeurs financiers, c'est Dan Snyder, qui est je pense qu'il vient des ventes. Il était propriétaire des Fur Redskins, mais le Washington Football Club, les Commanders, c'est ça qu'ils appellent. C'est fait un peu en firoirpé. C'est ça, parce que lui, il pensait que ça serait un film un peu pro-Trump, là, comme un peu le film de Reagan là, qui vient de sortir, là, de genre, OK, ouais, c'est ce great guy-là. Ah ouais, puis Sebastian Stan va le jouer, super. Puis là, finalement, quand il a vu les premières shots, il n'y a pas si longtemps, là, genre en février passé, là, avant qu'il, puis le film a joué à Cannes en mai, là, il a fait comme « What the fuck? Pourquoi c'est quoi cette affaire-là? » Blablabla, puis il était vraiment fâché, puis finalement, quelqu'un a juste racheté ses parts, puis il est comme ressorti du projet et tout. Là. Mais je pense que Trump aussi, déjà... la campagne électorale de Trump juge que c'est une interférence. La diffamation, puis tout. Surtout l'interférence au niveau de la campagne électorale, parce qu'ils sortent là, donc ça peut teinter l'opinion publique. C'est ça qui est malade, c'est que c'est extrêmement... C'est tout ce qu'il dit là-dedans. Tu t'avoues rien, t'attaques, tu traînes le monde en diffamation, tu trouves de quoi contre eux, t'attaques. Et voilà. Fait que c'est magique. Fait que c'est le film très contextuel de cette époque. Puis c'est quand les élections américaines? C'est le 4 novembre. Ouais, c'est ça. Ouais, ça s'en vient. Le 4 novembre. Quelques jours. Allons complètement ailleurs, mais toujours dans l'horreur. Oui. Terrifier 3 de Damien Leone. Ouais, ben c'est toi qui vas être plus spécialiste pour nous en parler. Je sais même pas c'est quoi le synopsis, s'il y en a un. Écoute, Art the Clown, qui est le fameux clown meurtrier de la franchise, évidemment, n'était pas mort à la fin du 2, revient dans le 3 pour continuer sa terreur. On poursuit quand même l'histoire avec les personnages amenés dans le 2. OK. Les survivants. Ouais, c'est ça. Fait que pour une ultime confrontation, j'ai pas besoin d'en dire plus, honnêtement. Puis pas besoin d'en dire plus pour savoir qu'il va y avoir un 4, un 5, un 6, un 7. Effectivement. Tant que ça va faire de l'argent, je pense qu'ils vont... L'affaire, c'est que comme c'est parti d'un petit film indie sorti juste sur des plateformes et quoi que ce soit, ça fait juste croître en popularité. Fait que là, ils vont continuer. Lui, c'est sûr qu'il fait plus. Le 2 était sorti juste au cinéma, événementiel, 2-3 soirées. Là, évidemment, c'est pas le film qui est sur tous les écrans, mais il est en sortie régulière. Les cinémas qui le présentent tous les soirs, toute la semaine. Ça sort déjà 3 semaines avant l'Halloween. On peut s'attendre à ce que les cinémas vont le garder. Mais là, c'est comme devenu un phénomène... réseaux sociaux, bouche à oreille, là, un phénomène viral. T'as pas vu comme ça, faut que t'ailles voir ça. C'est le film le plus sanglant, tout le monde vomit. Puis... C'est comme ça le marketing est beaucoup alentour de ça, évidemment. Là, la première de Londres cette semaine, des gens avaient quitté, puis des gens avaient vomi justement dans la salle. Mais d'après moi, c'était pas des fans, c'est du monde qui ont gagné des billets, de genre, un film d'horreur, on va aller voir, j'aime ça un peu. Ouais. Et écoute, je sais pas à quel point c'est un peu beurre épais aussi par le marketing. Finalement, ils ont eu un appel de la gardienne qu'il fallait qu'ils rentrent à la maison, puis ils ont tout dit que tout le monde a vomi. Parce qu'ils ont tiré des leçons de 1973 et The Exorcist qui fait exactement le même genre de truc aussi. Ouais, mais longtemps, il y a eu le mythe que c'était Linda Blair, là. Quand elle s'était vue, elle s'était suicidée tellement elle trouvait ça trash. Donc, Terrifier 3, est-ce que c'est aussi intense et gore et graphique qu'on le dit? Absolument. Ouais, d'ailleurs, on est même on a une réserve sur le visa qui est 16 ans et plus. Honnêtement, vraiment, oui. Je suis vraiment étonné, un peu même choqué, je pense. C'est un film qui mérite vraiment la cote de 18 ans et plus. Là. C'est vraiment intense graphiquement. On voit plus que du sang, puis des couteaux, puis des tu vois plus l'intérieur des victimes que leur extérieur. Effectivement. Là. Puis il y a du démembrage très, très, très gros plan. Fait que les fans vont être servis. Puis je pense que c'est un peu ça le phénomène. C'est comme si on ne croit pas ce qu'on a vu. Là. Fait que c'est comme, oh my God, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ils ont filmé ça, ils nous montrent ça. Puis en même temps, l'attrait... je pense qu'ils dédouanent un peu ce qu'on voit. C'est quand même très cartoonesque. C'est quasiment une bande dessinée. On n'est pas dans le torture porn de Saw et des Hostel. Mm-hmm. Il n'y a pas de malaise. À moins d'être sensible à ces images-là. Mais je veux dire, quelqu'un qui en consomme, c'est pas malaisant. Puis il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de jumpscare non plus. Là, le tueur et sa joke un peu comme les derniers Freddy. Là, c'est un peu comme un Mr. Bean tueur. Oui, effectivement, on peut le dire comme ça parce que le personnage est muet. Donc, Art the Clown. Puis,
Je pense que c'est un peu le défaut un peu du personnage. Visuellement, il look, là, faut se dire. Là. Ceux qui ont peur des clowns, ça, c'est un bon exemple. Puis ça a l'air vraiment d'un tueur sadique. Mais le fait qu'il ne parle pas, puis qu'il est un peu sur la joke, ça fait que, à la longue, en tout cas, moi, ça m'épuise un peu. Tu sais, je pense qu'il aurait été plus efficace de le garder un peu plus dans l'ombre. Mais ça, c'est ma critique. Alors, si vous avez aimé le 1, le 2, on est dans la même veine. Puis encore 100 fois pire, là, fait que vous allez jubiler. Évidemment, on repasse pour le scénario qui est très superficiel. Puis je pense même que c'est peut-être un peu des défauts que je trouve au film. Surtout le 2, lui un peu moins, mais c'est des 2 heures et plus. Là. Fait que pour le genre, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. Là, je trouve que pour moi, le 1 demeure plus efficace. Comme t'es 90 minutes, ça s'assume ce que c'est et c'est tout. Mais bref. Fait que, je comprends le phénomène, je comprends l'engouement. Là, c'est comme comme Décadence l'était il y a quelques années. Là. Puis ils ont annoncé le 11 pour l'an prochain. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour les amateurs du genre slasher qui veulent voir des choses incroyables à l'écran qu'on n'a jamais vu, parce qu'il faut quand même lui donner à Damien Leone, à défaut d'être peut-être pas un très bon scénariste, c'est quand même un bon réalisateur et je pense pas que c'est lui qui fait les effets pratiques, là, mais c'est bien entouré, en tout cas avec une équipe qui font des kills, les scènes de meurtre, les séquences de meurtre sont vraiment originales. Puis ça rappelle la bonne époque quand même. Il faut dire qu'aujourd'hui, depuis comme 10-15 ans, on a moins ce genre-là aussi. On est plus dans les films de possession puis de démoniaques, des trucs comme ça, où les trucages sont plus numériques que pratiques. Fait que ça rappelle quand même la bonne époque de dire... C'est quand même efficace de montrer une main se faire péter par un marteau, de le voir vraiment, le trucage. Oui, c'est ça, c'est quand même un peu plus choquant et saisissant. Petit retour, justement, tu parlais de ce phénomène-là de Terrifier qui s'est parti de rien. Écoute, le premier film qui était sorti en 2016, ça avait un budget de 50 000 $. Il en a fait 400 000 parce qu'il y avait vraiment des petites sorties. En 2022, Terrifier 2, donc un budget de 250 000 pour faire 15 millions au box-office. Et là, on parle qu'il va ouvrir probablement à l'entour de 15 millions cette fin de semaine-ci. Ouais. Fait qu'il y a un potentiel peut-être d'un 50-60 millions, peut-être même un 100 millions au box-office. Ça pourrait devenir comme le. Oui, puis il a coûté comme 1 million, le film. 2 millions 2 cette millions, fois-ci. c'est ça. Mais fait que, écoute, c'est un phénomène. Oui, puis, tu sais, c'est parce que des films de cette violence-là, de cette cruauté-là, il n'y en a pas souvent au cinéma, là, justement. Fait que je pense que ça a un engouement de pouvoir aller le voir. Je sais pas quel genre de salle ça va donner, par contre. Là. Je serais curieux de le voir, de le revoir avec un public, parce que je serais curieux de voir ce que les gens ils vont rire par moment, mais est-ce qu'ils vont rire de malaise? Tout ça, fait que je serais curieux de ou prendre des le fois, pouls, les trucs trop nichés, c'est un peu comme... tu sais, il y a eu le phénomène Kaizen, là, il y a quelques semaines, là, le YouTuber qui a fait son film d'escalade, puis il y a plusieurs cinémas qui l'ont diffusé. Puis, tu sais, un collègue me montrait là, des TikTok, puis des affaires de monde qui se battent genre dans la salle, puis des affaires comme ça, tu sais, ça devient comme très chaotique, puis que je le sais pas si... je veux pas vous dissuader d'aller voir le film, c'est ça, mais des fois, on dirait que quand t'es très niché dans quelque chose, très pointu de même, tu vas aller chercher du monde puis qui vont pas souvent au cinéma parce que rien est assez bon, puis les films d'horreur, c'est trop de la merde, puis ils veulent genre, là, faut que ça soit super intense, fait que j'espère juste que tout le monde va être respectueux et juste, comme tu dis, rire ou être choqué tout le monde ensemble, mais juste battez-vous pas dans une salle de cinéma, ça n'a pas rapport. Lancez pas de choses non plus sur les écrans, ça coûte une fortune au cinéma, il y a pas c'est votre cinéma qui paye pour ça ou qui paye pas pour ça, puis là l'écran est endommagé pour toujours. Dans les autres sorties, dans le plus léger en tout cas, en parlant de torture, rien de pire que piler sur un film sur un bloc Lego. Et Piece by Piece de Morgan Neville, qui est un documentariste qui n'est pas à ses premiers faits d'armes, lui qui a fait entre autres Won't You Be My Neighbor, qui je me demande s'ils n'avaient pas gagné en plus l'Oscar du meilleur documentaire cette année-là. J'ai pour finir ma recherche sur Mr. Rogers. Piece by Piece, ça parle de Pharrell Williams, le musicien et producteur de musique. I'm happy, clap your hands. Exact, qui arrive pas mal dans sa fin de carrière, le plus récemment dans sa carrière. C'est donc l'entrevue. C'est comme si Pharrell fait une entrevue avec Morgan Neville, qui va aussi interviewer d'autres mondes qui ont gravité autour de Pharrell. Et tout ce visuel et cette folie-là est en Lego. Fait qu'on va apprendre que Pharrell, dans son premier band de Neptunes,
il y avait une façon de faire un peu différente en alliant l'espèce de rock, d'électro, de rap. Lui, il avait une vision artistique. Ouais, il était sur Virginia Beach, puis avec ses amis, ils ont fait ça, puis là, ils ont réussi à rentrer dans l'industrie musicale, puis tranquillement, il s'est mis à produire, à réaliser. Ben, c'est parce qu'en musique, en anglais, on dit « produce », mais c'est pas nécessairement financièrement comme un producteur, comme on dit, c'est ce qu'on appelle plus un réalisateur ici. Fait que c'est toi qui es derrière la console, ben, il peut y avoir un technicien aussi, puis qui est plus comme hey, tu devrais ajouter ça, hey, on devrait prendre une mandoline qui fait telle affaire, puis hey, pourquoi on double pas le refrain, puis tu sais, c'est comme un peu le chef d'orchestre là, de ça, exactement, avec les musiciens. Puis là, on apprend qu'il a travaillé sur plein de beats et d'affaires, il faisait beaucoup de beats, fait qu'il envoyait ça à des rappeurs, plein de collabs, puis à un moment donné, il est tombé dans le pop, il est tombé avec Justin Timberlake, avec Britney Spears, avec No Doubt. Avec des trucs, il y en a que c'est de grosses tunes que j'aimais, puis je savais même pas que c'était lui, tu sais. Il y a un y en a juste ça qui le mentionne, tu sais, le fameux quand Justin Timberlake était le porte-parole de McDo, puis I'm Loving It, puis ces affaires-là, ben le petit c'est Pharrell qui l'a composé, dans le fond, tu sais. Parce que c'était à la même époque où il travaillait avec Justin et tout. Fait que t'apprends tout ça, puis à un moment donné, ben, il s'est perdu dans tout ça, puis il est revenu à lui. Tu sais, il est pas mort, il a pas consommé de la drogue à côté. Il s'est égaré artistiquement en faisant quelques flops. Puis tu sais, aussi, moi je dirais, dans la consommation et dans l'appât du gain, hein, un peu comme Donald Trump, il s'en cache pas, là, ses premiers chèques, il clenchait tout en vêtements et tout, tu sais. Fait qu'au final, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est un docu sur Pharrell Williams, cette époque-là, ces musiques-là, qui a l'air d'un gars très sympathique aussi. Là. Puis, mais dans un univers Lego. Fait que c'est pas tout à fait un film pour enfants. Là. C'est pas le Lego Movie ou les Mignons. Là. Fait que j'ai juste un peu de misère à... C'est bien d'en parler, à dire c'est quoi le public cible? Ben... C'est sûr qu'il y a les chansons qui sont un peu colorées, mais c'est pas non plus un musical, vidéoclip et tout. Là, c'est des headshots de gens qui racontent comment c'était quand ils étaient là, mais ils sont en Lego, sont personnifiés en Lego, puis après on les voit en studio, puis se promener, puis tout. Puis c'est pas une aventure dans l'espace non plus. Là, fait que... Non, la facture fait très documentaire musicographie là, qui jouait des fois. C'est ça, exact. C'était Musimax dans le temps. Oui, qui avait ça, mais en 90 minutes au lieu de 60. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je recommande le film si vous avez un intérêt pour, mais je le vois pas comme un film familial. Je le vois comme vous aimez Pharrell Williams et vous voulez un documentaire sur lui. T'sais. Imaginez si le film n'était pas en Lego, est-ce que ça vous intéresserait? Si la réponse est oui, ben allez-y. Puis si la réponse est non, ben je pense pas que c'est plus intéressant parce que c'est en Lego. T'sais. C'est plus créatif, mais c'est pas, ça en fait pas un film pour tout le monde pour autant. Là. Ça, honnêtement, ça rajoute pas tant de choses non plus. Je pense que c'était plus son trait personnel de vouloir faire quelque chose de non conventionnel, mais qui finalement est assez conventionnel comme résultat final. C'est ça dans le scénario. Tu sais. Mais j'ai beaucoup appris honnêtement parce que moi aussi je connaissais plus de la chanson de Happy puis de la chanson avec Daft Punk puis tout ça. Fait que je connaissais un peu moins tout le passé. Fait qu'il a quand même travaillé avec des gros noms, il a fait des gros succès. C'est intéressant aussi de voir quand même, à cette époque-là, Virginia Beach a donné quand même une bonne trolley d'artistes. Oui, il était une coupe tout à l'école avec Missy Elliott. Timbaland, tout ça, fait que c'est quand même intéressant. Là, un petit terreau fertile à ce moment-là. Ouais, ben il y avait la blague, là, il se demandait si c'était dans l'eau, là, ou quelque chose comme ça. Puis, c'est drôle. Puis quand il croise Snoop Dogg, puis tout, fait que là, c'est comme... Pour que ça soit PG, là, pour que ce soit général, fait que là, c'est comme si c'est de la fausse fumée partout dans le studio, mais t'es comme, on sait que c'est parce que c'est plein de potes, là, il est associé à ça à côté. T'sais. Petit fun fact, les intervenants du documentaire ne savaient pas que c'était pour un projet Lego. Ils pensaient vraiment que c'était un vrai documentaire. Naturel. Pour qu'il reste naturel, ouais, puis c'est ça. Fait que c'est seulement après qu'on travaillait ça qu'ils l'ont remontré. OK. Mais... qu'aurait été la bataille de Saint-Léonard, le film en Lego, ça aurait été fou. Ça aurait été hot. Ou en Playmobil, se lancer des briques Lego par la tête, là. Ouais, en Playmobil. Dans les autres sorties, disponibles juste en anglais, Woman of the Hour, la première réalisation de Anna Kendrick. On est c'est à la mode, on est en 78. C'est une actrice qui a peine à percer, qui va participer à un jeu télévisé de rencontre, le Dating Game, exactement.
Puis, elle va s'enticher d'un homme sans savoir que c'est un tueur en série. Et tout ça est inspiré d'une histoire vraie. C'est arrivé pour vrai. Là, je me souviens plus comment il s'appelait, ce tueur-là, dans ces années-là, qui s'est fait pogner un peu après. Fait que, vous comprenez qu'on l'a pas vu dans notre description. Ça prend l'affiche dans quelques cinémas là, disponibles juste en anglais. C'est un peu comme le phénomène Hitman qu'il y avait eu cet été, c'est-à-dire que, oui, aux États-Unis, c'est annoncé comme un film Netflix qui sort, je pense, le 18. Mais pour le Canada, il va sortir plus tard sur Netflix. Fait qu'il y a vraiment une fenêtre au cinéma, mais pas la version française pour le cinéma. Il est sorti très limité. Mais j'ai entendu beaucoup de bien. Oui, très bien coté partout. Moi, j'adore beaucoup Anna Kendrick, honnêtement. Fait que je suis bien curieux de voir ça. Est-ce que tu connais le Goblet Song? Comment ça s'appelait ça? Le Cop Song. Le Cop Song, bien sûr. Tu sais la chorégraphie puis tout? Non, c'est ça, je veux dire, parce que tu connais. Là. Je veux savoir si tu peux le faire avec ton verre de sapin. Là. Écoute, je pense que ma fille le savait à un moment donné. Là, c'est certain. C'est sûr qu'elle a grandi avec ça. Et autre docu qu'on n'a pas eu la chance de voir, mais tu en avais déjà parlé à quel point t'aimerais le voir. Superman, The Christopher Reeve Story, qui est donc un documentaire sur... pas sur Superman, mais bien sur Christopher Reeve, de ses débuts en 78, quand personne ne savait c'était qui, puis qui est devenu Superman, puis grâce à son charisme et tout, est devenu un comédien vraiment aimé de tous, et qu'en 95, son fameux triste accident d'équitation qui l'a rendu tétraplégique, et par la suite, il y a eu toutes ces complications, puis son cheminement, si on veut, pour améliorer la cause et les recherches de cellules souches et toutes ces choses-là. Fait que c'est l'ensemble de sa vie avec des... c'est un documentaire, lui, dans sa forme classique. On n'est pas allé en figurine Marvel, en figurine DC, pardon, pour le faire. Fait que disponible, je pense qu'il est en sous-titré en français, fait qu'il est un peu traduit, si on veut, dans certains cinémas. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, 18 octobre, encore grosse sortie. Peut-être, les gars, vous n'avez pas parlé de We Live in Time avec Andrew Garfield, Florence Pugh. C'est que je pense parce que le distributeur a trouvé qu'il y avait trop de films le 11, le reporté au 18. Fait qu'on vous en parle la semaine prochaine. Au Québec, il y a Vous n'êtes pas seul avec Pierre-Luc Funk et Marianne Fortier, qui a l'air très mystérieux et que si tout va bien, je ne veux rien jinxer, mais on va rencontrer l'équipe du film. La comédie, le deuxième acte de Quentin Dupieux, déjà son troisième film cette année. Lui, ils ne sont pas tous faits cette année, mais au Québec, ils sont tous arrivés, avec Yannick qui est arrivé en janvier 2024. On a eu Dali cet été, puis là, le deuxième acte. Et la route vers l'Halloween se poursuit avec Smile 2 de Parker Finn, qui, je suis aussi curieux, un peu comme tu as dit, pour Terrifier 3. C'est un film de 2h05. C'est un peu long pour les films d'horreur, souvent. Fait que voir si c'est un 2h05 bien rempli. Le Smile 1 avait eu un très bon succès. C'était un film que... c'est Paramount, ça. Pensait sortir direct sur la plateforme. Puis en fait, je pense qu'il y a peut-être une fenêtre, on va l'essayer. Il avait sorti ça en septembre, il y a 2 ans, je pense. Puis ça a fait comme 100 millions et plus. Ça a été une belle surprise, honnêtement. Un film que j'avais bien aimé. 2 ans plus tard, déjà, la suite, là, ils n'ont pas chômé. Il a dit, tu m'écris ça tout de suite, puis on tourne, puis etc. Fait que, tu sais... à voir, puis c'est le même espèce de tueur, pas tueur, mais d'esprit vengeur, pas vengeur, juste l'esprit qui est là avec le sourire, mais c'est des nouveaux personnages. Moi, c'est ce genre de voir complètement. S'il y a un petit lien avec le premier ou pas. Dans le monde artistique, ça aurait pu se passer, imagine, dans le backstage de Saturday Night. Et ça aurait été quelque chose. L'entité qui te force à te suicider, là, je sais pas trop, là. Fait que vas-tu réécouter le 1 avant? Vas-tu avoir le temps? On a trop de films. Je m'en rappelle quand même assez, là. Fait que je pense pas avoir besoin de le réécouter comme j'ai fait avec Terrifier. Parce que j'avais écouté le 1 au printemps, puis là, j'ai réécouté le 2 cette semaine. OK, t'as pas écouté toute la semaine du démembrement là, à tronçonneuse. Je l'ai vu une fois, c'est assez. Elle reste dans l'esprit. Tu te souviens des moments clés. Ouais. Oui. Fait que pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca ou sur nos médias sociaux. Suivez-nous sur Magazine Mon Ciné. Suivez le compte Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous croisez un clown avec un gros sac, courez dans l'autre direction.